Ce webinaire s'adresse au groupe de citoyens en démarche pour créer un projet d'habitation communautaire pour personnes aînées ou encore de type intergénérationnel. Dans cette vidéo, une experte du sujet, Mme Christine Lavoie, vous explique comment utiliser 4 différents guides conçus pour vous aider à structurer votre réflexion et définir ensemble votre habitation idéale. Alors, bonjour, bienvenue au webinaire explicatif à l'attention des citoyens engagés dans un projet d'habitation communautaire pour aînés. Alors, dans le fond, je m'adresse à vous, citoyens qui sont engagés dans un projet qui leur tient à cœur et qui veulent développer un projet d'habitation communautaire pour aînés ou peut-être pas spécialement pour aînés, mais dans leur milieu. On vous propose aussi une démarche structurée pour animer votre groupe, pour réfléchir en groupe et puis pour prendre des décisions, dans le fond, sur votre projet, mais tous ensemble vers un objectif commun. Pour ce faire, on a préparé 4 outils différents. Le premier que vous voyez ici en haut à gauche, c'est un cahier là, de mesures d'impact social et économique. Le deuxième, c'est le guide Habitat et milieu de vie. Le troisième, ce sont des fiches descriptives, 12 fiches descriptives d'exemples concrets. Et puis, le dernier outil, c'est un kit d'animation qui s'adresse aux accompagnateurs de groupes comme le vôtre. Alors, on va les prendre un à un. Le premier, c'est l'outil, l'étude d'impact social et économique. Ça, cet outil-là, il va être particulièrement intéressant, particulièrement utile pour les groupes qui sont en tout début de démarche. Les citoyens qui se regroupent avec une idée peut-être encore un peu floue, d'aborder la question de l'habitation communautaire dans leur milieu et qui sont donc à rechercher des partenaires, à mobiliser des acteurs autour d'eux, d'autres citoyens pour joindre le groupe de citoyens promoteurs ou encore justement des partenaires au milieu politique communautaire ou des acteurs privés. C'est, dans le fond, cette étude-là, on a étudié des habitations communautaires pour aînés qui étaient déjà bien implantées, bien établies dans leur milieu. Et on est allé voir qu'est-ce que ça apporte de plus. Non, pas seulement au niveau économique, mais aussi dans la vie des aînés, de leurs proches, de la communauté, d'avoir une habitation communautaire. Pourquoi choisir, dans le fond, l'habitation communautaire plutôt qu'une résidence privée, par exemple? Eh bien, donc, on est allé étudier la différence. Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens, un modèle comme celui-là? Et puis, on présente les résultats et la démarche dans ce cahier-là. Ce qui peut vous aider, en fait, à rallier des partenaires, qui va vous donner des arguments, en fait, pour démontrer l'impact positif que peut avoir une habitation communautaire dans votre milieu. Le deuxième outil, le guide Habitat et milieu de vie, c'est le principal outil de la trousse. Et c'est un peu le cahier du participant, ou en tout cas, il est formulé sous forme de questions. Il pose 21 questions et formule quelques pistes de réponse pour vous inspirer. Hein. C'est pas directif du tout, là. Ça vous donne pas les réponses, mais ça vous propose des réponses sur lesquelles réfléchir, discuter pour voir laquelle de ces réponses-là, ou peut-être même est-ce que d'autres réponses auxquelles nous, on n'a pas pensé, seraient les meilleures pour répondre aux besoins que vous avez identifiés dans votre milieu. Le guide est structuré en 4 chapitres, 4 thèmes, donc le cadre de base, le cadre social, le cadre physique, le cadre organisationnel. Le cadre de base, il s'adresse aux groupes qui entament la réflexion, qui ont identifié des besoins liés aux aînés. Dans le cadre social, on aborde des questions qui vous aident un peu à définir qui va se retrouver dans ce projet-là. Donc, à la fois qui serait potentiellement la clientèle ciblée pour y habiter, quel type de clientèle, quel type d'usager, de résident on va vouloir, mais aussi est-ce qu'il y aura des gens qui seront à l'emploi
de cette organisation-là, quel type de professionnel on veut, quel partenaire il faut mobiliser pour nous aider à réaliser ce projet-là. Donc, un peu tout ça, là, tout l'aspect vraiment qui est appelé à contribuer étroitement ou de manière plus distancée là, avec le projet pour le soutenir et même le déployer là, dans sa vie future quand il sera construit et que les gens habiteront dedans, qui encore devra être autour de ce projet-là pour le soutenir. Le troisième thème, c'est le cadre physique. Dans ce thème-là, on aborde vraiment tout ce qui est plus aménagement, construction. Donc, à la fois l'aménagement des appartements eux-mêmes, l'aménagement des espaces collectifs, mais aussi plus largement l'aménagement autour, un peu ce qui est une question d'urbanisme, comment ce projet-là d'habitation communautaire vient s'implanter dans le tissu urbain ou dans quel secteur de la ville. Est-ce qu'on doit faire des démarches auprès de la municipalité, par exemple, pour avoir des services publics? C'est une ville où il y a du transport en commun. Est-ce qu'il est déjà accessible dans ce secteur-là? Est-ce qu'on peut commencer des démarches pour voir si ce serait possible d'ajouter ou de prolonger un trajet d'autobus pour venir dans ce coin-là, etc. Donc, vraiment tout ce qui se rapproche plus aux lieux physiques, donc aux abords de l'habitation et dans l'habitation. Enfin, le quatrième thème, le cadre organisationnel, il aborde un peu plus toute la question des normes, des politiques qu'il faut respecter. Donc, à la fois les règlements internes hein, pour assurer un bien vivre ensemble au sein de l'habitation communautaire, que tout le monde se respecte, donc mettre des règles de base et tout ça, mais aussi tout ce qui est règlement et loi dans laquelle s'inscrit l'habitation communautaire. Donc, est-ce qu'on veut être une résidence privée pour aînés certifiée par le ministère? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les démarches? S'il y a un service alimentaire, par exemple, les réglementations auxquelles on doit se conformer pour que notre service alimentaire soit dans les normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, bon, etc., etc. On vous recommande fortement de vous faire accompagner par un animateur ou un modérateur au cours de votre démarche. Dans le fond, le guide, il vous pose des questions, il vous propose quelques pistes de réflexion, de réponse, si on veut aller explorer. La présence d'un animateur vous aiderait dans les discussions, les réflexions de groupe, les débats, peut-être. Il y aura des questions qui seront peut-être un peu plus houleuses pour votre groupe. Peut-être qu'il y aura vraiment des divergences d'opinion sur certains points. Donc, la présence d'un animateur vraiment vient un peu faciliter tout ce processus-là de discussion de groupe, de prise de décision en groupe, s'assurer que tout le monde a la possibilité d'émettre son opinion dans le respect. Donc, vraiment pour faciliter le processus, on sait que ça peut être très long de développer un projet d'habitation communautaire. Ça peut prendre des fois plusieurs années. C'est important de maintenir une bonne cohésion, une bonne harmonie dans le groupe. Et c'est important aussi de motiver, de garder la mobilisation pour que les gens qui ont senti un besoin au départ soient toujours engagés dans le projet là, pour y répondre quelques années plus tard. Donc, vraiment, on pense que la présence d'un animateur ou d'un modérateur peut aider le groupe là, à traverser de bonne façon tout ce processus-là. L'animateur, l'accompagnateur pourrait être un professionnel du développement, un agent de développement, un organisateur communautaire, quelqu'un comme ça, mais pas nécessairement. C'est pas obligatoire que ce soit quelqu'un de professionnel dans le domaine, soit de l'habitation, soit du développement social ou quelque chose comme ça. C'est pas nécessaire. Ça pourrait très bien être un membre du groupe ou un citoyen externe au groupe de citoyens promoteurs, mais qui a cette bonne capacité-là d'écoute et
d'assurer la fluidité là, de la parole en groupe, de s'assurer que tout le monde, qu'il y a un souci vraiment que tout le monde ait son temps de parole et que de garder une harmonie, tout ça, comme je l'ai expliqué plus tôt, ça peut très bien être un citoyen là, membre du groupe qui prend un petit pas de recul quand le groupe est ensemble pour, pour prendre le rôle d'accompagnateur, justement, ou donc quelqu'un d'externe qui vient juste vous accompagner dans votre réflexion. Le troisième outil, ce sont les fiches descriptives qui présentent des exemples concrets. Enfin, on a fait 12 fiches qui décrivent des exemples réels, pour la plupart des exemples québécois. Certains exemples sont tirés de l'étranger, mais pourraient totalement exister au Québec. On invite donc à lire les fiches descriptives en parallèle au guide, qui était l'outil précédent, parce que les fiches sont construites sur la base des 21 questions qui sont posées dans le guide. Donc, on présente les 21 questions et pour chaque exemple, en fait, on présente les 21 questions et comment cet exemple concret-là répond à la première, la deuxième, la troisième question. Donc, c'est dans le but de vous inspirer. C'est de présenter des exemples pour voir, peut-être quand vous allez lire le guide, vous allez vous dire une certaine modalité de réponse, j'ai de la misère à me l'imaginer concrètement. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Donc là, vous pouvez aller voir dans les fiches descriptives 1, 2, 3 modèles qui répondent à cette question par cette modalité de réponse-là qui vous est suggérée et d'aller voir un peu comment ça se vit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire chez eux, cette modalité de réponse-là. Donc, c'est pour vous inspirer, pour vous aider à mieux comprendre peut-être le guide, mais pour vous inspirer aussi, pour dire, ah oui, eux autres, ils ont mis telle réponse à la question 3 avec telle autre réponse. Puis, OK, le croisement de ces deux-là, ça donne quelque chose peut-être intéressant pour nous. Ou, ah ben non, ça ne marcherait pas du tout chez nous. Donc, ça peut vous aider un peu à vous faire une tête sur les différentes propositions. Donc, vraiment, je vous invite à consulter ce guide-là quand vous êtes en panne d'inspiration pour aller voir un peu plus concrètement comment ça pourrait prendre forme, les pistes que vous envisagez pour votre projet. Donc, à lire en parallèle du guide, comme je vous le disais. Et le dernier outil, en fait, c'est le kit d'animation. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est cet outil-là qui est spécialement dédié pour les animateurs. En gros, c'est un outil qui propose des pistes d'animation, des principes d'animation pour bien soutenir un groupe comme le vôtre. Voilà. Ça fait le tour de nos 4 outils. Maintenant, comment utiliser ces outils-là pour faire avancer davantage votre projet d'habitation communautaire? Eh bien, jouer avec. C'est simple. On se veut absolument pas prescriptif, on veut pas vous dire vraiment quoi faire, on veut vous inspirer. Le guide présente 21 questions qui sont numérotées, mais dans le fond, ça ne veut absolument pas dire de les prendre du numéro 1 à 21. Prenez-les dans le désordre. Prenez-les au fil de vos discussions. Il y a des sujets qui vont émerger, des préoccupations qui vont être plus grandes pour votre groupe à un certain moment. Ben, abordez cette question-là, même si c'est la question, je ne sais pas moi, la question 17, puis que vous pensez être rendu seulement à la question 4, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Abordez les questions au fil où elles se présentent à vous, donc que ce soit vos préoccupations, que ce soit des opportunités qui se présentent à vous, peut-être qu'on va vous suggérer quelque chose, peut-être que la municipalité va vous offrir un terrain, et puis là, vous allez être rendu à vous demander, est-ce que c'est vraiment le bon terrain pour installer notre habitation communautaire? Est-ce que c'est le secteur qu'on désirait? Est-ce que il y a les services à proximité, tout ça. Donc, vous allez sauter la question qui traite de ce sujet-là à ce moment-là pour pouvoir prendre une décision éclairée et revenir aux autres questions par la suite. C'est vraiment pas grave. Je vous invite aussi à laisser de côté le guide des fois. Continuez vos discussions, allez fouiller, hein, donnez-vous des devoirs, peut-être aller chercher plus d'informations parce que vraiment le guide, c'est une introduction, on vous donne des pistes de réflexion sommaires. S'il y a quelque chose qui vous intéresse,
allez fouiller un peu plus la question. Assurez-vous d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir prendre une décision éclairée. Revenez au guide par la suite si vous avez besoin. À la toute fin du guide, en annexe, il y a même une liste des 21 questions avec des cases à cocher, puis un ordre qui vous est suggéré, en fait, et c'est pas l'ordre de 1 à 21 parce que le guide est structuré en fonction des 4 thèmes. Les questions ont été regroupées par thème, mais pas nécessairement dans un ordre logique du fil auquel elles vont se présenter à vous là, dans le cours du développement d'un projet. Donc, vraiment, on a suggéré un autre ordre, mais c'est une suggestion. Maintenant, je vais prendre un temps pour vous parler des groupes de ressources techniques, les GRT. Les groupes de ressources techniques, ce sont vraiment eux qui sont au Québec les professionnels du développement d'habitation communautaire. Donc, que ce soit des groupes ou des OSBL, eux, ils font ça à temps plein, développer des projets comme ça, monter des budgets, rechercher des subventions. Dans le guide, on aborde vraiment en surface la question, par exemple, des subventions qui peuvent vous aider à financer votre projet parce qu'on n'a pas voulu aller plus dans le détail, parce que des programmes gouvernementaux, ça change avec le temps. Notre guide aurait été rapidement obsolète. On aurait dû mise à jour constante dans les programmes gouvernementaux. On veut que ce guide-là soit le plus utile possible, le plus longtemps possible. Donc, vraiment, on n'est pas entré dans ces détails-là, mais les GRT, les chargés de projet du GRT, eux, ils les connaissent très bien. Ils travaillent avec ces programmes de subvention-là tous les jours. C'est eux qui vont pouvoir répondre à vos questions sur les subventions. C'est eux qui vont pouvoir vous aider à trouver d'autres pistes de financement pour certains aspects. C'est eux qui vont pouvoir vous éclairer là, sur tout ce qui est monter les budgets, les soumissions, les relations avec les professionnels comme les architectes, les ingénieurs, etc. Vraiment, c'est une source des collaborateurs à avoir dans le pourtour de votre projet. C'est important. En fait, même, c'est tellement important que pour certains programmes de subvention, comme le programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec, on oblige, c'est nécessaire de faire affaire avec un GRT dans le cadre du programme Accès Logis Québec. Donc, c'est vraiment eux les spécialistes de ça. Et puis, il y en a dans toutes les régions du Québec. Si vous ne connaissez pas le GRT de votre secteur, de votre région, je vous invite à aller visiter le site de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, donc le www.agrtq.qc.ca. Vous allez avoir toutes les coordonnées. Vous allez trouver par région le GRT de votre coin, ses coordonnées, vous allez pouvoir les contacter. Et puis, vous allez pouvoir aussi, bien sûr, en apprendre un peu plus sur les GRT en visitant leur site. Ça fait le tour pour ce webinaire-là. J'espère que vous comprenez un peu mieux nos outils et que vous comprenez aussi un peu mieux comment les utiliser pour faire avancer votre projet. Gênez-vous pas, consultez-les, comme je disais, jouez avec, retournez-y. On espère que ça va vous inspirer, que ça va vous soutenir et puis bonne chance dans la réalisation de votre projet d'habitation communautaire.